You can go ahead. Mon nom est Gilles Adjan Koura, je suis togolais, formé dans le domaine de la qualité dans l'université Mohamed VI de Rabat au Maroc. J'ai aussi fait mes études de santé publique à Emory University à Atlanta dans le domaine de la politique sanitaire et de prévention. C'était dans les années 2009-2010, bénéficiant du programme Hubert Humphrey Fellowship Program. Donc, j'ai pu faire alors mes études d'approfondissement, de perfectionnement professionnel à Atlanta, aux États-Unis, à Emory University, Rollins School of Public Health. Voilà. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter ce module sur le processus d'amélioration. Donc, le processus d'amélioration qui s'inscrit dans un des chapitres des essentiels de la qualité. Bien. Au premier abord, nous allons parler des objectifs d'apprentissage. Donc, nous assumons qu'à la fin de ce module, en tant que participant, vous serez en mesure de décrire l'historique des processus d'amélioration, de décrire l'importance des processus d'amélioration dans le maintien de la qualité et d'expliquer la nécessité d'avoir des outils pour contrôler les processus de laboratoire afin de pouvoir identifier les problèmes et évidemment de les résoudre. Le scénario que nous vous proposons est le suivant. Vous avez mis en œuvre au laboratoire un nouveau test pour la détermination des CD4. Votre personnel est formé et utilise aisément ce test. Il a été validé, les résultats ont été rendus et il semble bien fonctionner. Comment êtes-vous certain que le test fonctionne bien maintenant et continuera à bien fonctionner dans le futur? Telle est la question. Comment êtes-vous certain que le test fonctionne bien maintenant et que ce test continuera à bien fonctionner dans le futur? Le système de gestion de la qualité dans ce programme de formation se base sur les 12 essentiels. Les 12 essentiels de la qualité qui passent par l'organisation, le personnel, les équipements, approvisionnement et gestion des stocks, le contrôle des processus, la gestion de l'information, les documents et les registres, la gestion des problèmes, l'évaluation, le processus d'amélioration, service aux clients, bâtiment et sécurité. Et quand vous voyez dans les 12 essentiels, ce qui retient notre attention maintenant, c'est le processus d'amélioration, qui est un élément capital des 12 essentiels. Voilà. Vous voyez à l'écran Edward Deming. Edward Deming, c'est un grand expert de la qualité et qui est américain éventuellement. Dans un de ses ouvrages, il a évoqué les 4 points pour la qualité, les 14 points plutôt pour la qualité. Parmi les 14 points pour la qualité, il y a 2 points qui se consacrent à l'amélioration continue. Et dans sa philosophie, il a eu à préciser qu'il faut toujours garder en permanence à l'esprit l'objectif d'amélioration. C'est un état d'esprit. Donc, on doit se mettre en accord avec cet état d'esprit d'amélioration, qu'on améliore toujours. Donc, la première chose, c'est l'état d'esprit d'amélioration. En second lieu, améliorer toujours et constamment. L'état d'esprit étant qu'on doit améliorer, la mise en œuvre passe par une amélioration continue. Améliorer toujours et constamment. Donc, il a proposé un cycle, le fameux cycle de Deming que vous voyez à l'écran. La première des choses part par planifier. Donc, ça, on l'appelle toujours le cycle PDCA en anglais ou PFCA en français.
qui passe par planifie. Tu fais ce que tu as planifié, tu contrôles ce que tu fais et tu agis par rapport aux résultats de tes contrôles. Et en planifiant les actions par rapport aux résultats de tes contrôles, tu recommences alors le cycle. C'est un cycle qui est continu. Donc, c'est une amélioration continue. L'amélioration continue selon le chapitre, selon la norme ISO 15189 d'action 2012 et le paragraphe 4.12, cette norme aborde l'amélioration continue sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'on doit améliorer en continu l'efficacité du système de management de la qualité, ce qui rejoint les deux éléments dont a souligné l'expert Edouard Deming. Donc, on doit améliorer en continu l'efficacité du système de management de la qualité. Et puisque nous parlons de laboratoire, cette amélioration en continu doit prendre en compte les trois processus. Le processus pré-analytique, le processus analytique et le processus post-analytique. Donc, l'amélioration continue du système de management de la qualité doit prendre en compte ces trois processus dans le secteur de laboratoire. Ensuite, dans ce paragraphe, la norme incite à privilégier les domaines où la priorité la plus élevée a été constatée en fonction des évaluations de risque. C'est-à-dire qu'on n'améliore pas n'importe où ou n'importe quoi. Après une évaluation des risques, il y aura forcément des risques critiques et ces risques critiques doivent être maîtrisés et améliorés. Donc, le goulot d'étranglement, ce que le second onglet veut nous dire. Et tout ça doit être cohérent. C'est-à-dire que l'amélioration doit être mise en œuvre dans le laboratoire ou dans l'organisme en étant cohérent dans un programme. Ce ne doit pas être des actions sporadiques, mais dans un programme qui est suivi, qui est mis en œuvre pour qu'on ait plus de cohérence du système d'amélioration continue de la qualité. Les outils conventionnels d'amélioration. Nous pouvons citer, entre autres, les audits internes. Les audits internes, comme vous le savez, permettent de pouvoir voir ce qui se fait de façon interne, les lacunes qui sont dégagées de façon interne, les insuffisances qui sont dégagées en interne, pour pouvoir alors planifier comment les résoudre. L'évaluation externe de la qualité, ça c'est une lumière extérieure qui vient voir ce que vous faites dans vos structures, dans vos labos. Ces résultats d'évaluation externe de la qualité permettent alors de pouvoir avoir des opportunités d'amélioration. Audit externe et accréditation. Nous avons parlé en premier point d'audit interne, mais là, le troisième point parle d'audit externe et accréditation. Donc, si le premier, ce sont les auditeurs internes qui font ces audits, même si on peut commettre d'autres personnes en venir nous le faire, mais le troisième point, c'est des experts externes au laboratoire ou à l'entreprise qui viennent voir ce qui se passe au regard des normes, qu'ils regardent ce qui se fait par rapport à ces normes et ils émettent alors des rapports d'audit avec des recommandations. Et ces recommandations doivent être exploitées en plan d'action et ces plans d'action en programme d'amélioration. Et des fois, des audits externes amènent à l'accréditation. Donc, ces audits externes amènent souvent à l'accréditation et qui permettent à l'organisme de se mesurer aux normes internationales, de se mesurer aux autres organismes par rapport à ces pratiques relatives aux normes que l'organisme est censé appliquer. Donc, l'audit externe et accréditation est une partie très importante pour l'amélioration continue, concertée, en rapport avec des référentiels connus.
La revue de direction. La revue de direction est un élément, est une activité capitale parce que le regroupant la direction et dans certaines organisations un peu complexes, le comité qualité ou une équipe qualité dont la direction est impliquée. Et ça se constitue un tremplin, une activité qui passe en revue l'efficacité du SMQ et qui permet d'avoir des éléments de sortie qui permettent de pouvoir établir, continuer plutôt la mise en œuvre de l'amélioration continue. Donc, la revue de direction est capitale aussi dans ce processus d'amélioration continue. Donc, c'est vrai que quand on fait les audits internes, les évaluations externes de la qualité, les audits externes et accréditation, les revues de direction, on a plein d'opportunités d'amélioration. Et ces opportunités sont transformées en actions à entreprendre et qui découlent sur les plans ou les programmes d'amélioration continue. Très bien. Un terme aussi important, les indicateurs de qualité. Les indicateurs de qualité constituent des éléments à suivre pour voir comment est-ce que votre système fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne bien ou pas? Ce sont des données recueillies qui permettent de pouvoir suivre l'état de santé de votre système qualité. Donc, nous verrons un peu plus en détail dans la suite des dias. Quand nous parlons de contrôler la qualité, ça commence premièrement par un plan qualité. Un plan suppose que vous avez des actions à entreprendre, vous avez des responsabilités définies, vous avez des temps définis aussi, et vous avez aussi des indicateurs à pouvoir suivre et des preuves de mise en œuvre des actions ou des activités que vous avez alors planifiées. Donc, ce plan-là doit être évalué, suivi et évalué au travers d'audits internes, par exemple, des audits externes aussi, l'évaluation de la qualité et puis le contrôle de la qualité. Donc, ce plan-là vous permettre à la structure de pouvoir alors avoir ces quatre éléments que vous voyez. Donc, l'audit interne, l'audit externe, l'évaluation de la qualité, le contrôle de la qualité, qui débouche sur des opportunités d'amélioration, toujours. Et ces opportunités d'amélioration vont se transformer en des buts qualité. Donc, de cette manière, on pilote le processus d'amélioration continue. Donc, retenez toujours qu'il faut, à partir de ces plans, déboucher sur des opportunités d'amélioration. C'est la base. À partir de ces opportunités d'amélioration, on fixe alors des buts, des objectifs par la suite pour évoluer. Les nouvelles tendances. Il y a d'autres tendances du type d'amélioration. Nous avons alors la méthode Lean. La méthode Lean est une méthode qui se base essentiellement sur l'optimisation de l'espace, du temps et de l'activité, dans le but d'améliorer les circuits du flux du travail. Améliorer le flux du travail ou les circuits du flux du travail est aussi très importante en termes d'organisation, en termes de gain de temps et en termes d'efficience dans l'utilisation des ressources. Et la méthode Lean permet de pouvoir optimiser des activités. Voilà. Donc, cette diapositive vous permet de voir à gauche de votre écran l'état de circulation. L'état de circulation, c'est le flux de travail et maintenance par les techniciens d'hémoculture. Nous sommes dans le laboratoire d'hémoculture. Nous allons voir le flux de travail et de maintenance des techniciens. À gauche, vous voyez toutes ces courbes qui se font voir. Ce sont les déplacements. Et sous forme de spaghettis. Vous voyez, ce sont des déplacements et beaucoup de déplacements. Maintenant, après avoir appliqué la méthode Lean, vous allez voir à votre droite, alors, le flux de travail post-Lean. Évidemment, nous avons alors peu de spaghettis. Donc, c'est plus aéré et c'est plus fluide. Voilà. On gagne en temps, on gagne en dépenses d'énergie,
on gagne aussi en efficacité et en optimisation de nos activités. Nous allons aborder la méthode Six Sigma ou l'approche Six Sigma. C'est une méthode qui planifie un projet en vue de mettre en œuvre des changements et des améliorations, qui se nomme Six Sigma. Donc, la structure de Six Sigma, donc, ce sont des processus organisés pour aider à la prise de décision pour l'amélioration continue. Donc, dans ces processus, on contrôle, on définit, on mesure, on analyse et on améliore. Ceci ressemble en partie au cycle de Deming. Vous voyez? Donc, on contrôle, on définit, on mesure, on analyse et on améliore. Et le cycle continue. Donc, l'idée de ces Six Sigma, c'est de pouvoir minimiser les erreurs possibles, les marges d'erreur. On les minimise, on les réduit. Donc, Six Sigma. Philip Crosby est aussi un des éminents experts dans le domaine de la qualité qui définit la qualité en ces termes. C'est la conformité aux exigences. Non pas ce qui est bon ou beau, mais pour lui, il met l'accent sur la conformité aux exigences. Vous avez des exigences comme les normes, vous travaillez conformément à ces normes. Vous avez des directives, vous travaillez par rapport à ces directives. Pour lui, la qualité doit être dans ce sens. Ce n'est pas ce qui est beau qui est la qualité, mais forcément ce qui est bon, qui est subjectif, qui est la qualité. Donc, Phil Crosby de 1979, dans l'ouvrage Four Absolutes of Quality Management. Là, nous allons aborder les indicateurs de qualité ou les indicateurs qualité. Là, j'ai pris cet extrait de définition dans la norme ISO 15129, version 2012, le paragraphe 3.19. Donc, dans cette norme, nous définissons l'indicateur qualité comme une mesure de l'aptitude, excusez-moi, comme une mesure de l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Vous voyez par là que c'est une mesure de l'aptitude à satisfaire des exigences, comme le disait Bill Crosby tout à l'heure, comme nous avons vu Philip Crosby, comme le disait Philip Crosby. Donc, satisfaire les exigences, satisfaire aux normes. Donc, si on fait de la qualité en satisfaisant aux normes et aux exigences, on doit être capable de mesurer comment nous arrivons à satisfaire à ces exigences au travers des éléments que nous appelons les indicateurs qualité. Donc, il y a plusieurs notes dans cette norme que je voulais partager avec vous. Donc, la première note, c'est que la mesure peut être exprimée, par exemple, sous forme de pourcentage de rendement. Par exemple, pourcentage dans les exigences déterminées, le pourcentage de défaut ou le pourcentage en dehors des exigences déterminées, etc. On peut utiliser d'autres unités de mesure. La note 2, les indicateurs qualité peuvent mesurer la manière dont une organisation répond aux besoins et exigences des utilisateurs et la qualité de tous les processus opérationnels. Là, nous ne voyons pas simplement la capacité de cette mesure à pouvoir nous donner une idée de la qualité sous forme de pourcentage, comme le pourcentage des exigences déterminées, comme je disais tantôt. Mais là, nous voulons voir au niveau de la performance de l'entreprise, au niveau opérationnel de l'entreprise, comment les processus fonctionnent et pouvoir les mesurer avec des indicateurs qualité. Donc, on peut dire, par exemple, si l'exigence consiste à recevoir non contaminés tous les échantillons d'urine dans le laboratoire, donc on verra que c'est le nombre d'échantillons d'urine contaminés reçus en pourcentage de tous les échantillons d'urine reçus qui constitue alors la caractéristique intrinsèque de ce processus. Vous voyez? Donc, nous avons défini comme exigence que nous voulons recevoir des urines non contaminées. Donc, quand on aura un échantillon contaminé d'urine,
on le prend comme un élément à suivre. Donc, le pourcentage d'échantillons contaminés par rapport à tous les échantillons d'urine retenus permet de pouvoir mesurer si mon processus fonctionne bien ou pas. Donc, ça, c'est l'exemple en fin de compte de ce paragraphe de la norme. Nous poursuivons avec les indicateurs qualité. Donc, les indicateurs qualité donnent une information sur la performance des processus. Nous venons de voir ça tout à l'heure. Elles permettent aussi de déterminer la qualité des services. Elles permettent de mettre en avant les points qui peuvent être préoccupants. Bien évidemment, l'exemple qu'on vient de donner. Si les échantillons d'urine contaminés, le pourcentage d'urine contaminée est à peu près de 60%, cela veut dire qu'il y a un problème avec ce processus. Et ça devient alors préoccupant. Et il faut les traiter aussi rapidement pour qu'on puisse revenir à un pourcentage de contamination acceptable. Ou pourquoi pas réduire ça à 0 échantillon contaminé. Elles permettent aussi d'identifier les domaines dans lesquels une investigation supplémentaire est nécessaire. Elles permettent de pister les changements dans le temps. Voilà. Donc, les indicateurs qualité permettent de faire tous ces points que nous venons de citer. Mesurer la performance. Il est dit au plus haut qu'on consacre plus, la norme qui le dit qu'on consacre plus de temps à des processus où il y a une forte importance par rapport à un risque. C'est-à-dire que si dans un processus, le risque est très, très, très élevé, alors on consacre plus d'énergie à suivre alors les effets que ce risque peuvent engendrer. En ce moment, on y associe forcément des indicateurs. Donc, on ne va pas mettre des indicateurs partout, mais on privilégiera des aspects de ces processus à haut impact sur nos activités. Donc, moins d'indicateurs, c'est mieux. Il faut relier les indicateurs aux facteurs nécessaires pour réussir. Il faut faire des mesures basées sur les besoins des clients et des différentes parties prenantes. Donc, c'est la sphère de satisfaction des clients. Et aussi, la mesure de la performance doit viser tous les niveaux du laboratoire. Nous avons dit ça tantôt, processus pré-analytique, analytique et post-analytique. Nous devons savoir que cela doit changer en fonction des évolutions de stratégie et de l'environnement. On ne doit pas être figé dans le temps. Donc, les indicateurs peuvent aussi évoluer. Avoir des cibles et objectifs établis sur la base de recherche plutôt que sur une estimation arbitraire. Mark Graham Brown. Donc, c'est que ça. Donc, il faut privilégier l'objectivité quand vous essayez d'établir les indicateurs. Elles doivent se baser, cette objectivité doit se baser sur la recherche. Elle ne doit pas provenir de quelqu'un selon ses humeurs. Donc, il faut privilégier ce qui est objectif. Les 8 étapes pour développer de bons indicateurs. Comme je le soulignais tantôt, il faut être objectif dans la définition des indicateurs, méthodique aussi, sur la base de recherche. Il faut avoir aussi des limites d'acceptabilité. Donc, vous déterminez des cibles. À tel niveau, c'est acceptable, à tel niveau, non. Aussi interprétable. Ces indicateurs doivent te permettre d'interpréter. Interprétation, la limite de l'indicateur, présentation de cet indicateur, le plan d'action qui en serait issu et le plan de sortie. Voilà, ces 8 éléments, ces 8 étapes sont importantes pour définir de bons indicateurs. Le secret d'une équipe de suivi d'indicateurs qualité. Quand on met en place les indicateurs qualité, on ne doit pas le faire dans un coin. Toute l'équipe doit être associée, essentiellement l'équipe qui travaille sur le terrain. Les agents qui travaillent sur le terrain sont des collaborateurs très importants pour pouvoir alors affiner ou définir les indicateurs et permettre de les suivre facilement et de les exploiter.
Les caractéristiques d'un bon indicateur, de bons indicateurs qualité. Ils doivent être mesurables, atteignables, ça veut dire focalisés, interprétables, c'est-à-dire spécifiques, permettre de mener des actions, ça doit être complet, c'est-à-dire tout le cycle, participatif aussi, tout le monde doit être impliqué dans la définition de ces indicateurs, programmés à court et à long terme. Comme je le disais, ce n'est pas figé. Ça doit être programmé et ça peut évoluer. Donc vous avez alors 7 caractéristiques de bons indicateurs qualité. Attention, ceci est une mise en garde, comme Mark Graham Brown l'a dit en 1996, que beaucoup d'organisations, il a constaté que beaucoup d'organisations passent des milliers d'heures à collecter et interpréter des données. Cependant, beaucoup de ces heures ne sont rien de plus qu'une perte de temps, car elles analysent de mauvaises mesures conduisant à prendre des décisions erronées. Si vous analysez de mauvaises mesures, vous allez prendre des décisions qui sont erronées. Donc, attention, il ne faut pas trop en faire. Trop d'indicateurs vont vous faire perdre du temps, vous perdre dans vos analyses, pensant que vous travaillez, mais vous ne travaillez pas de façon efficiente. Il y a des indicateurs qui sont dénués de sens, avec plein de formules à calculer. Comme le montre cette image, ce n'est pas parce qu'un ordinateur peut calculer une valeur qu'il devrait le faire. Ça doit être utile, ça doit avoir un sens. Nous avons quelques exemples d'indicateurs qualité qui touchent le système, la pré-analytique, l'analytique et puis la post-analytique. Nous pouvons avoir par exemple la demande d'analyse exacte et appropriée à suivre. Quelles sont les demandes d'analyse qui sont exactes et appropriées? Donc, on pourra mesurer ça. En pré-analytique, on peut alors chercher à suivre l'identification adéquate du patient. Est-ce que les patients sont bien identifiés? Donc, on va traquer les erreurs. En analyse, l'exactitude des tests rapides. En post-analytique, les valeurs critiques rendues, le temps, par exemple, pour rendre le temps nécessaire pour les premiers résultats. Vous voyez? Donc, on peut avoir un indicateur qualité relatif au temps nécessaire pour les premiers résultats. Voilà. La satisfaction des médecins, le suivi des médecins, le contrôle du diabète, recherche d'hyperlipidémie. Donc, nous pouvons en pré-analytique voir l'exactitude de l'information sur l'échantillon. En analyse, on peut voir la corrélation entre la cytologie et la biopsie cervicale. Et en post-analytique, on peut alors suivre la satisfaction des médecins et voir aussi les suivis des médecins. Donc, ce sont des propositions d'éléments d'indicateurs qualité. En 2005, par rapport à la référence que vous voyez vers le bas, de Hilborn, il y a des indicateurs qui sont le plus souvent étudiés, comme l'identification du patient, le délai de rendu des résultats, la compétence du personnel, contrôle de qualité et les tests de proficience, ou bien EEQ. La prudence, c'est quoi? Théoriquement, les indicateurs de résultats pour le patient évaluent mieux la qualité, mais sont les plus difficiles à mesurer. Parce qu'il y a trop de variables, ça requiert un grand nombre de données et nécessite des périodes de recueil étendues. Alors, ça fait lourd pour ce type d'indicateurs. Les points essentiels pour la mise en œuvre. Il faut l'engagement, il faut planifier, il faut structurer, l'implication de la direction, la participation et encore l'engagement. Donc, de l'engagement à l'engagement. Donc, le cycle tourne dans le sens de l'amélioration continue toujours. Donc, quand nous disons planifier, cela se focalise sur des études
relative aux causes primaires de l'erreur. On étudie le risque. On voit les possibles défaillances, les défaillances potentielles et approximations. On voit les coûts et les bénéfices et les priorités, et aussi les coûts liés à l'inaction. Vous voyez, donc c'est dans tous ces éléments que vous prenez en compte pour faire votre planification. Les erreurs, où est-ce qu'on peut les avoir? Les bénéfices, comment on peut les optimiser? Les défaillances, comment on peut alors les régler, les gérer? Et quelles sont les priorités à partir de la classification de nos risques? Et à partir de là, vous planifiez. La direction. Edouard Deming l'a déjà dit, que l'implication de la direction est très importante pour la réussite d'un système qualité. Donc, pour pouvoir suivre l'amélioration continue dans l'entreprise ou dans l'organisme, il faut l'implication de la direction. Donc, une bonne direction favorise la culture de l'amélioration. Ouverture. Les autres ont aussi de bonnes idées. Donc, la direction doit être ouverte et recevoir les bonnes idées qui viennent alors des autres collaborateurs. Elle doit être engagée à parvenir à l'amélioration et aussi donner des opportunités au personnel pour participer alors à ce processus d'amélioration. La participation. Tout le monde doit être impliqué dans ce processus. Les responsables ne savent pas toujours ce que les employés savent ou font. Et l'amélioration continue requiert la participation de la direction et de l'équipe. Il faut une équipe pluridisciplinaire, une équipe plurisecteur pour pouvoir permettre au secteur, aux collaborateurs de travailler ensemble, de cogiter ensemble pour l'amélioration continue. Les activités de l'amélioration de la qualité, ça peut être mis à un projet sous forme de projet tous les 6 mois. Et vous établissez un calendrier. Vous identifiez l'activité à faire et puis alors, vous mettez en œuvre alors ce projet. Ça peut être aussi le prélèvement des hématologies, le délai de rendu des tests ELISA, la plainte des médecins, microscopie TB, contrôle qualité des analyseurs de biochimie. Vous voyez, donc, vous faites alors votre planification, ces projets que vous suivez dans le processus d'amélioration. Il faut toujours, comme je le disais tantôt, utiliser une approche d'équipe. Une approche d'équipe est importante pour le succès de l'organisme ou du laboratoire dans l'amélioration continue. C'est quand chacun se sent valorisé, chacun sent qu'il participe à faire avancer le train ou la roue, que les énergies se mettent ensemble pour pouvoir permettre une amélioration de tout le processus. Donc, veillez à ce que l'équipe, tous les membres de l'équipe soient impliqués dans les activités d'amélioration de la qualité. Et cela leur donne beaucoup d'entrain, beaucoup d'engagement et de savoir qu'eux aussi, leur voix compte. Leur voix compte. Et c'est l'esprit d'équipe qui fait gagner dans ce processus d'amélioration de la qualité. Donc, les activités de l'amélioration de la qualité, comme nous l'avons dit au début de cette présentation, nous avons les audits. On a parlé d'audit interne, audit externe. Nous avons parlé aussi des revues de direction. Revue de direction qui est un processus à part entière plutôt d'amélioration de la qualité avec les éléments d'entrée qui sont les résultats que vous avez, la gestion de non-conformité que vous avez, le plan que vous avez fait avant et que vous avez suivi, et puis toute la direction qui se réunit avec les équipes impliquées dans le processus qualité et après des discussions, des débats, il y a des éléments de sortie qui constituent des opportunités d'amélioration et qui se transformera en plan ou en programme de mise en œuvre de l'amélioration continue. Voilà. Donc, la revue est aussi très importante. C'est une recommandation capitale de la norme ISO 1589, la version 2012. L'évaluation externe de la qualité. Cela touche essentiellement au processus analytique.
pour pouvoir voir ce qui se passe et mesurer les performances de vos laboratoires avec les autres laboratoires, hein, pour pouvoir alors savoir où est-ce que vous en êtes, hein, par rapport à vos pairs, par rapport au système international. Les opportunités d'amélioration. Ces opportunités d'amélioration passent beaucoup par, viennent plutôt des analyses de risque, hein, viennent des analyses de risque. Et c'est très important de pouvoir avoir ces opportunités d'amélioration pour pouvoir planifier des actions et un programme qui en sera suivi, un programme d'amélioration de la qualité. Les indicateurs qualité, on en a parlé longuement, les bons indicateurs qualité. On a parlé de Six Sigma, hein, et puis de la méthode Lean. Et Six Sigma qui s'apparente un peu à la route de Deming, hein, donc vous contrôlez, vous planifiez, ainsi de suite. Et Lean qui permet d'optimiser l'utilisation des ressources, que ce soit le temps, l'énergie, et puis optimiser l'ambiance de travail. L'activité de l'amélioration de la qualité passe par la correction ou la prévention des pratiques médiocres. Vous voyez cette image, le monsieur est en train de ramasser un sac poubelle avec une seringue qui se fait voir. Et ça, c'est dangereux parce qu'il va se faire piquer. Et ça, c'est des contaminations potentielles. Au lieu d'utiliser le biohazard à sa droite orange pour pouvoir conserver alors les objets tranchants et piquants. Donc, la ségrégation des déchets est un aspect très important à prendre en compte quand vous mettez alors les programmes ou les projets d'amélioration de la qualité. Il faut rendre compte des progrès aux responsables, au personnel. Quand le personnel, ou bien s'il y a des progrès constatés dans un secteur, hein, de la qualité, dans le domaine de la qualité dans des activités, il faut faire un rapport et en partager les résultats. Voilà, je parlais de la seringue et le côté dangereux de la non-maîtrise de ces activités de ségrégation des déchets. Donc, nous disons toujours qu'il faut utiliser l'information disponible pour étudier les suggestions ou plaintes des clients, pour identifier les erreurs provenant du programme de gestion des problèmes et les problèmes identifiés lors d'audits internes. Voilà. Il concevait une étude dont les résultats seront statistiquement mesurables. Très lean pour rapport final d'hémoculture positive et post-lean pour rapport final d'hémoculture positive. Vous voyez, en comparant les deux résultats. Vous voyez, donc, il faut choisir des éléments, des indicateurs, des données qui sont statistiquement mesurables et parlantes. Les indicateurs ont une durée de vie. On ne doit pas être bloqué sur un indicateur. Si vous maîtrisez tous les éléments de suivi d'un risque et que les indicateurs ne vous permettent plus de prendre des décisions, vous pouvez alors le classer et passer alors à un autre indicateur qui sera plus qui apportera plus de valeur ajoutée pour vos prises de décision. En résumé, chaque étape est essentielle pour conserver la qualité du cycle de Deming. Il faut planifier. Vous avez toutes les opportunités d'amélioration, les activités, les actions que vous planifiez pour pouvoir alors mettre en valeur ces opportunités. Et à partir de toutes ces activités planifiées, vous passez à l'action, vous mettez en œuvre, c'est-à-dire vous faites. Et quand vous mettez en œuvre ces actions, ces activités sur le terrain, vous devez être en œuvre de contrôler. Vous devez contrôler la mise en œuvre de vos actions, de vos activités. C'est capital de contrôle. Et quand vous contrôlez, et vous voyez qu'il y a forcément encore quelques insuffisances, quelques défaillances, alors vous agissez en collectant ces défaillances, ces éléments, et vous refaites une autre planification et le cycle se poursuit. Donc, on doit être dans une philosophie d'amélioration perpétuelle, d'amélioration continue. On ne doit pas faire économie de l'amélioration. Et ça doit être toujours concerté, organisé.
les éléments doivent être corrélés. Il faut toujours passer par l'étape 1 qui est la planification de ce que vous voulez faire, de l'amélioration que vous voulez faire. Vous devez être en mesure. Et maintenant, quand vous passez sur le terrain pour mettre en place ces améliorations, vous devez avoir des éléments de contrôle. Vous devez collecter des données sur la mise en œuvre qui est le fait. Vous collectez des données, vous collectez des informations mesurables, le plus possible statistiquement exploitables. Et à partir de ces éléments-là, statistiquement exploitables, vous allez alors apprendre les leçons. Et ces leçons-là, vous les collectez, vous les mettez ensemble et vous repassez alors et vous agissez. En agissant, vous allez alors dans une nouvelle planification et la retour. Le message clé, la qualité compte. La qualité compte dans tous les aspects des activités du laboratoire, que ce soit du management au niveau de la direction opérationnelle, c'est-à-dire l'activité technique elle-même, de la pré-analytique à la post-analytique. La qualité compte pour pouvoir être fiable, robuste, rendre les résultats à temps et servir la cause, hein, et satisfaire les clients, satisfaire les parties prenantes et servir alors la cause de la santé ou autre domaine qui est concerné par ce domaine de la qualité. Maintenant, la qualité comptant, il faut avoir, comme le disait Demi, l'un des points de Demi dans les 14 points qu'il a, a évoqué dans son ouvrage sur les 14 points de la qualité. Donc, il faut avoir l'esprit de l'amélioration continue. L'amélioration continue est le cœur de la gestion de la qualité. Un système ne doit pas alors se prélasser et se satisfaire des progrès qu'ils ont faits tant soit peu et s'en contenter. Non. Chaque fois, on doit penser à l'amélioration. Et ça doit être le cœur de la gestion de la qualité. Si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons heureux de pouvoir les entendre et de pouvoir répondre. Je vous remercie.